Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Les députés de la majorité présidentielle ont favorablement adopté cette semaine le chronogramme de la session extraordinaire relative à la loi de finances rectificative 2017. Si les libéraux démocrates se sont opposés, l'Alliance républicaine s'est tout simplement abstenue de voter. Les explications, c'est dans ce reportage de Omar Sow. C'est dans un débat d'idées que les députés réunis en plénière ont donné leur avis sur le chronogramme qui devrait être adopté. Un débat de succession sur la tribune qui a finalement pris une autre tournure. La pomme de discorde des députés portait sur un certain nombre de points inclus dans le calendrier qui définit le déroulement de la session. On ne peut pas, en tant que parlementaire, engager le pays dans des situations comme ça. Nous avons voulu apporter un amendement à ce chronogramme et demander au président de l'Assemblée nationale de retirer purement et simplement ces avenants concernant Djandjan et SPK pour nous permettre de les examiner au mois d'octobre. Parce que d'ici le mois d'octobre, c'est presque moins d'un mois. Mais malheureusement, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui est ce qu'il est. Le représentant du groupe parlementaire de l'Alliance républicaine, lui, a simplement demandé à ses collègues députés de s'abstenir d'un quelconque vote autour de l'adoption du dit chronogramme. Une abstention que l'honorable Dr Christian Sinata Touré explique par le non-respect de la procédure conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour le président de la commission finances, lorsque le Parlement est saisi par le président de la République en procédure d'urgence, celui-ci ne doit y opposer aucun refus d'examen des questions, d'où l'appel de l'honorable Michel Kamano à un vote favorable. On peut, en observant les questions, faire des remarques, faire des observations pour dire nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle disposition. Mais refuser d'adopter un examen, d'examiner un document envoyé par le président de la République en procédure d'urgence, c'est illégal. Et nous ne comprenons pas que ce soit des députés qui s'inscrivent dans cette logique d'illégalité. Sur les 73 députés présents, 40 ont voté pour, 25 ont voté contre et 6 se sont abstenus, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, honorable Claude Kory Kondiano. Fin cette semaine à Conakry de la première édition de la revue annuelle des établissements publics administratifs de Guinée. Les échanges ont permis, selon les participants, de donner une nouvelle impulsion à la gouvernance des établissements publics. La démarche s'inscrivait dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur de la promotion de la transparence financière et de l'amélioration des finances publiques. Li Mariam Bailo, compte rendu. C'est pour relever le défi de l'efficacité des services publics que le ministère du Budget, avec le soutien de l'ensemble du gouvernement, a organisé cette revue annuelle des établissements publics administratifs. Au cours de ces 3 journées, ces acteurs socio-économiques de notre pays ont passé en revue le cadre institutionnel des états financiers et les activités des établissements publics administratifs au titre de l'année écoulée. À l'issue donc de ces travaux de réflexion, des recommandations ont été formulées par les EPA eux-mêmes. Il s'agit entre autres, de l'institutionnalisation de la journée des EPA, de l'organisation d'un atelier d'élaboration d'un code de bonne conduite et d'une charte des EPA, de l'élaboration d'un plan stratégique triennal des EPA 2018-2020, le paiement des cotisations internationales pour les EPA affiliés aux organisations internationales, la prise en compte de la partie investissement des subventions au niveau des EPA, l'augmentation de l'allocation des ressources financières au niveau des EPA. Le ministre du Budget, quant à lui, se réjouit des avancées enregistrées avant de préciser que la participation des EPA à ce nouvel exercice n'est pas une option désormais, mais une obligation. En dépit de ces performances enregistrées, nous nous gardons de toute autosatisfaction, car le plus difficile est devant nous. Il s'agit de la mise en œuvre des recommandations issues de ces rencontres. C'est pourquoi je suggère que le comité technique poursuive sa mission en partenariat avec les EPA pour élaborer très rapidement un plan d'action
avec des indicateurs de suivi précis pour que, d'ici la prochaine revue, les EPA ici présents disposent de l'ensemble des organes de gestion requis. Le mécanisme de financement des EPA soit plus fluide et tienne compte des spécificités. Les EPA disposent de canevas standardisés pour produire leur rapport financier. Tous les cadres dirigeants des EPA connaissent et maîtrisent les lois et textes qui encadrent l'élaboration et l'exécution du budget. La seconde édition de la revue annuelle des EPA est prévue l'année prochaine, nous rassurent les organisateurs. Pour le non-respect des obligations, le Premier ministre chef du gouvernement instruit le ministère du Budget de sanctionner tout manquement. Écoutez Mamadi Yula au micro de Li Mariam Bailo. Et le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger veillera à ce que chaque établissement rende compte. Conformément aux dispositions en vigueur, ils seront renforcés par les recommandations précises. En cas de manquement à ces obligations, le gouvernement, à travers le ministère du Budget, prendra les dispositions qui s'imposent. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais ici, à l'occasion de cette cérémonie de clôture, exprimer ma plus grande satisfaction pour les avancées significatives enregistrées au terme de cette première revue annuelle des établissements publics à caractère administratif de l'État. Fini donc les vacances gouvernementales. Après quelques semaines donc de congé, le gouvernement Yula a fait sa rentrée cette semaine avec le conseil interministériel. Ils étaient une vingtaine de ministres à répondre présents à l'appel du Premier ministre chef du gouvernement. Et ce sont 5 nouveaux ministres qui ont rejoint l'équipe de Mamadi Yula, à savoir Mamadi Touré des Affaires étrangères, Ibrahima Kourouma de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Mariam Silla de l'Action sociale, Santusi Tamasso des Sports et Frédéric Loy de la Pêche. Djanka Sissi pour les détails. C'est au terme de 2 semaines de congé pour certains et 3 pour d'autres que les membres du gouvernement étaient réunis ce mardi au conseil interministériel autour du Premier ministre Mamadi Yula. Parmi les présents, 4 nouveaux. À tous, le chef du gouvernement a souhaité la bienvenue et rassuré de la solidarité gouvernementale. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, je souhaitais la bienvenue aux membres du gouvernement qui nous rejoignent et qui assistent pour la première fois depuis leur nomination par le chef de l'État à cette session du Conseil interministériel. Et vous réitérez le soutien et la solidarité de l'ensemble du gouvernement dans le travail et la mission qui vous attend. Les priorités du gouvernement sont certes globales et de façon sectorielle. Le nouveau patron de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie numérique exprime sa fidélité à la feuille de route de son département pour le bonheur des Guinéens. Il y a une feuille de route qui a été assignée au département de la pêche. Je veillerai à la mise en œuvre de cette feuille de route. Moi, je peux résumer simplement en 2 mots que la population est du poisson et que la pêche puisse profiter à l'État guinéen en matière de finances. Les défis sur le plan diplomatique sont immenses, s'aperçoit le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Et pour Mamadi Touré, le département va tout d'abord et très rapidement tenir une conférence diplomatique avec des visées précises. D'abord la vision du chef de l'État, il faut que cette mission soit à la portée de tous les diplomates. Il assume en ce moment la présidence de l'Union africaine et il a besoin donc d'un corps diplomatique compétent, proactif et performant pour l'accompagner. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est les conditions de travail et les méthodes de travail du personnel diplomatique qu'il faut vraiment prendre en compte et pour qu'il puisse être à la hauteur. Sur les 5 nouveaux entrants, seule la ministre de l'Action sociale était absente. Mariam Silla serait en pèlerinage à la Mecque. À partir du 20 septembre prochain, l'opposition républicaine annonce de renouer avec les manifestations de rue à Conakry. C'est une décision qui est sortie de la plénière de cette semaine. Le compte-rendu de la rencontre précise aussi que ces manifestations pourraient être hebdomadaires et s'étendre sur l'intérieur du pays jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Ça, Ali Yombono, commentaire.
Une nouvelle colère des leaders de l'opposition républicaine pour des raisons qui ne changent pas. Cellou Dalein Diallo et ses pairs veulent encore exiger, entre autres, le respect des accords du 12 octobre 2016, la tenue des élections communales et réclamer l'accès des leaders de l'opposition aux médias d'État. Et pour y arriver, l'opposition républicaine ne change pas de stratégie. Elle envisage pour une énième fois se faire entendre à travers les rues. La première manifestation qui aura lieu le 20 septembre 2017 débutera au dire du porte-parole de cette opposition à Couza et finira au stade du 28 septembre. D'autres sont prévus sur l'autoroute Fidel Castro. Cellou Dalein Diallo et ses pairs comptent organiser ces manifestations de façon hebdomadaire. Les mercredis de chaque semaine sont prévus pour battre le pavé. Les dates retenues coïncident toutes à un jour ouvrable. Les autorités n'useront-elles pas de la même stratégie pour empêcher ces mouvements, surtout pour celles qui auront lieu sur l'autoroute Fidel Castro? Une même interrogation qui revient toujours. Les préparatifs pour la tenue des élections communales vont bon train au sein des partis politiques, même sans chronogramme clair. Pour l'instant, l'Union des forces républicaines, par exemple, dit être à pied d'œuvre et fin prêt pour affronter ces échéances électorales. La présidente des femmes de l'UFR, Hadja Aïssata Dafé, l'a dit avec mention de la représentativité féminine. Li Mariam Baïdou. En dépit du retard qu'accuse jusque-là la publication du chronogramme des élections communales par la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques sont tout de même pleins dans les préparatifs. Chez l'Union des forces républicaines, par exemple, selon sa présidente, des femmes travaillent actuellement sur les critères de choix des candidats. Nous nous préparons intensivement. Nous sommes déjà au niveau des bases, parce que c'est à partir de la base qu'on doit désigner. On ne peut pas prendre n'importe qui comme ça et venir le mettre sur une liste. Donc à chaque base, au niveau de chaque section qui doit représenter, qui doit nous donner les noms de leurs candidats. Parce que si c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur le terrain, quelqu'un qui n'est pas connu dans sa zone, et vous savez que les deux sont liés, au niveau des communales et la désignation des chefs de quartier. Donc les deux sont liés. Si ce n'est pas quelqu'un qui est connu dans sa base, il est impossible de le mettre sur une liste. Pour l'Union des forces républicaines, en croire Hadja Aïssata Dafé, le respect du quota de 30% des femmes est une préoccupation pour le parti. Et la présidente des femmes de l'UFR dit prendre à bras le corps cette question. Personnellement, je me suis toujours impliquée pour une meilleure représentativité des femmes et c'est le combat, le bureau exécutif, en la personne même du président du parti, a dit qu'ils vont respecter les quotas des 30%, surtout avec une meilleure représentativité. Et on a demandé, même nous les femmes, d'avoir une liste zébrée, c'est-à-dire une femme, un homme. Il faut souligner que même la Cour constitutionnelle a invalidé ce quota de 30% qu'elle estime non conforme à la constitution guinéenne et le combat désormais est d'atteindre le quota de 50-50. Forte mobilisation en début de week-end à Massanta, dans la région forestière, pour accueillir un fils du terroir au terme de son séjour dans le gouvernement. Mamadi Yula Lousseni Kamara a été reçu en pompe dans son Massanta natal. Malgré ce départ du gouvernement, l'homme dit rester fidèle aux idéaux du président de la République. C'est un reportage de Daouda Mohamed Kamara rendu en studio par Buntrabi Keita. Avec un climat humide, plus de 7 mois sur 12, Massanta est une ville enfouie dans les montagnes avec une verdure attirante, située à près de 800 km de la capitale Conakry. Et c'est de là qu'est originaire Lousseni Kamara, ex-ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. 48 heures après avoir passé le témoin à son successeur à la tête du département, c'est une foule qui a accueilli ce jeudi 31 août Lousseni Kamara sur une distance de 18 km du centre-ville. Une manière pour les siens de lui exprimer leur soutien et leur gratitude vis-à-vis du chef de l'État. Il est de notre devoir, nous jeunes de Massanta, population tout genre confondue, d'accorder également cette grande mobilisation pour qu'il sache réellement qu'avec ce poste ministériel ou pas, il reste toujours et demeure également l'un de nous. Le professeur Alpha Condé, nous devons également être reconnaissants envers cet homme parce qu'il a octroyé certains avantages à notre frère qui n'a fait à aucun ministre. Un cortège d'une centaine de motos et des dizaines de véhicules qui ont déferlé sur la ville n'est nullement une surprise pour l'hôte, puisque ce n'est point une première à son honneur à Massanta. En visite privée ou officielle, j'ai toujours été bien accueilli.
je ne voudrais pas cet accueil compte tenu du fait que je viens chez moi pour me reposer et voir les parents parce qu'ils étaient tous inquiets de me voir après mon départ du gouvernement. À la question de savoir sur ses futurs rapports avec le chef de l'État, pour le Séni Camara, sa fidélité à Alpha Condé est sans embâche. C'est être ingrat vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la personne qui a eu confiance en moi. Il n'était pas obligé parmi les 12 millions de Guinéens de me choisir durant 5 ans pour faire partie de son gouvernement. Et encore mieux, me confier 3 départements stratégiques où il a voulu que je puisse l'aider dans la mise en œuvre de son programme de société. L'ancien président de la CENI, ministre du Tourisme, de la Pêche et de la Ville, le Séni Camara dit mettre le séjour à profit pour respirer la chaleur fraternelle avant d'entamer de nouvelles aventures professionnelles. Bientôt, l'ouverture des classes. Les travaux de l'atelier national préparatoire de la rentrée scolaire 2017-2018 ont donc pris fin cette semaine à Kindia. 2 jours ont permis aux partenaires et les cadres de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de réfléchir et échanger sur le déroulement du calendrier scolaire. Durant le séminaire, plusieurs thématiques ont été abordées avant d'aboutir à un ensemble de recommandations pour une rentrée scolaire réussie. C'est un reportage de Omar Sow. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation des réformes d'ordre pédagogique et institutionnel engagées cette année par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Les conclusions de ces travaux qui se sont déroulés dans la ville des Agrumes serviront de feuille de route pour l'année scolaire 2017-2018. Au terme de ce séminaire, le directeur préfectoral de l'éducation de l'Elouma promet d'œuvrer aux côtés des partenaires et des acteurs à la base pour développer une offre d'éducation plus adéquate en rapport avec les aspirations de la population. Vous savez, toute rentrée scolaire commence par le nettoyage des constructions scolaires. Des instructions ont été fermes, ont été données à toutes les directions préfectorales d'éducation afin que cela soit effectif pour que la rentrée scolaire 2017-2018 soit effective au niveau de nos différentes localités. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites, parmi lesquelles revient le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'une des recommandations phares de cet atelier, c'est que le calendrier scolaire qu'on a élaboré serait respecté, dans lequel toutes les dates sont déjà arrivées. Et on sait que le 1er juin au 30 juin seront directement consacrés pour les examens nationaux. Et la date du baccalauréat est même fixée, la date de l'entrée, même si ça tombe sur un dimanche, on ira aux examens. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se réunir pour fouiller dans l'année quel jour on peut faire l'entrée en septembre. Tout est déjà consigné dans le nouveau calendrier. À travers cet atelier national préparatoire qui s'est déroulé à Kindia, les cadres du système éducatif restent confiants de la réussite de cette nouvelle année scolaire qui s'annonce déjà en République de Guinée. La conférence des partis sur le climat, c'est pour bientôt à Bonn en Allemagne. Mais en prélude, les structures affiliées comme la COI 13 multiplient les initiatives pour une action participative. C'est dans ce sens que la COI 13 Guinée organise du 10 au 13 octobre prochain une conférence nationale qui doit mobiliser 250 jeunes Guinéens autour des enjeux et défis climatiques. Aïssata Fofana, explication. L'humanité doit se bouger pour sauver la planète des effets du changement climatique. C'est en ces termes que le président du comité d'organisation de la 13e conférence des jeunes sur le climat au niveau local invite les décideurs politiques à agir. Une invite que Karamo Diaby fait suite aux catastrophes naturelles qu'enregistrent des pays en ce moment à l'échelle mondiale. Il y a un problème réel. Chaque jour, soit c'est les tempêtes de la Guinée en Sierra Leone, avant-hier c'était la Mauritanie, les États-Unis, ça fait plus d'une semaine. Tantôt c'est le feu, tantôt c'est l'eau. Donc vraiment, il y a une urgence d'interpeller. C'est pourquoi, du 10 au 12 octobre prochain, la capitale guinéenne abritera la version locale de la COI 13 Climate Conference of Youth. Une manière pour les organisateurs, disent-ils, de donner la chance aux jeunes qui n'auront pas l'occasion d'assister à ce rendez-vous mondial de comprendre les enjeux actuels de la lutte contre le changement climatique. Le pays qui doit abriter la COP, dans ces mêmes pays, il y a une conférence des jeunes qui se tiennent à la veille pour que les jeunes se retrouvent, échangent
et se prépare à des lobbies ou des plaidoyers. Mais il y a une autre possibilité. Chaque pays peut l'organiser en ayant l'accord de l'accord global. Donc nous en Guinée, cette fois-ci, on va l'organiser. On va choisir quelques thèmes liés à l'agriculture, aux déchets, l'environnement, les mines, également à l'urbanisation, le littoral, la pêche. À l'issue donc de la rencontre, le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable présentera les résultats obtenus à l'accueil de Bonn prévu en Allemagne. L'hypothèse d'un monument commun pour les victimes guinéennes de 58 à nos jours est actuellement en débat à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme en Guinée. C'est une idée d'un documentariste français, Thomas Boer, qui a réuni cette semaine des membres de certaines associations de victimes et à la Maison de la Presse de Colère. La rencontre avait pour objectif de répertorier les propositions de monuments représentatifs. Buntrabi Keita, compte rendu. Des fois, une seule décennie, de pas peut-être ni la journée ni la nuit. Pourquoi? Parce que je rêve que ça passe dans le stade. Ce sont différentes histoires que chaque membre d'association de victimes garde au fond de lui. Des contenus parfois tragiques ou pitoyables. Depuis après l'événement du 28 septembre jusqu'à nos jours, là où je suis là comme ça, c'est-à-dire je n'ai pas le cœur, je n'ai pas le courage de pénétrer dans le stade là-bas, de foutre mon pied là-bas, plus forte raison, l'esplanade, parce que même de passage, dès que je vois la partie là, mon cœur bat, parce que moi je sais ce qui m'est arrivé là-bas. Je me réserve de dire en tant que femme, avec l'âge que j'ai comme ça là, mais moi je sais avec Dieu. Le 28 septembre 2009, j'ai perdu mon papa et son corps a été jeté dans des fosses communes. Depuis le 28 septembre, dont nous n'avons pas retrouvé son corps. C'est donc autour de cette situation que l'idée de réaliser un monument commun est née. Une hypothèse diversement appréciée par des victimes. Et quand certaines victimes proposent la nature du monument, d'autres par contre réclament avant tout la justice. Nous avons dit d'abord au niveau du Camboiro. Nous avions demandé la reconstruction de la zone carcérale pour permettre aux gens de voir exactement ce qui s'y passait, de mettre le doigt sur la façon dont les gens vivaient à l'intérieur et comment les tortures étaient préparées. Une femme nue, parce que moi c'est ce que je vais dire, une femme nue, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Le procès d'abord le 28 septembre pour citer les responsabilités. Parce que c'est des gens qui ont été tués au stade du 28 septembre, qui ont reçu beaucoup de balles sur leur corps, beaucoup de cicatrices. À la question de savoir si la réalisation de ce monument commun peut contribuer à l'allègement de leur souffrance, les victimes restent partagées. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.